Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct. L'édition de la mi-journée 12h30, 13h et la grande édition du soir 18h30, 19h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la stabilisation des marchés en Europe pour l'instant avec un CAC 40 qui rebondit et qui se stabilise autour des 5000 points. Nicolas Pagnès sera avec nous dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct pour vous donner les infos clés du jour sur les marchés. Nicolas qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart. Des marchés européens qui se stabilisent après avoir été un peu moins secoués quand même que les marchés américains, puisque le Nasdaq, lui, l'indice vedette des grandes valeurs technologiques américaines, est entré techniquement en correction, une correction qui se définit par une baisse de 10% et plus par rapport aux plus hauts récents qui ont été atteints la semaine dernière pour le Nasdaq. En 3 séances, 10% de baisse pour le Nasdaq. On a effacé la hausse du mois d'août. Il est donc temps de se poser des questions. Est-ce que ce sont simplement des facteurs techniques qui sont à l'œuvre? Est-ce que c'est le moment de réviser peut-être son jugement fondamental sur certaines des stars de la cote américaine? Tesla en tout cas a lourdement trinqué pendant cette phase de correction du Nasdaq, puisque le titre Tesla a perdu 30% et plus par rapport à son point haut atteint la semaine dernière. C'est un sujet sur lequel on reviendra très largement ce soir avec nos invités de Smart Bourse. Et puis le grand invité de l'édition de la mi-journée, ce sera Bruno Vanier, le président de Gemway Assets, spécialiste de l'investissement en actions dans les marchés émergents. Oui, les marchés émergents s'en sortent plutôt bien. Pas tous, certains. La Chine notamment, la tech en particulier. La tech émergente sort-elle renforcée de la pandémie? C'est une question qu'on abordera donc avec Bruno Vanier qui sera avec nous d'ici 10-15 minutes en direct dans Bismart. Mais d'abord, à la mi-séance, comme chaque jour dans Smart Bourse, le résumé complet des infos clés de marché avec Nicolas Pagnès depuis Bourse Direct. Le CAC 40 a finalement regagné les 5000 points dans la matinée. À la mi-journée, l'indice parisien évolue dans le vert, les investisseurs se montrant plutôt optimistes sur les marchés. Un optimisme qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les futurs américains qui laissent présager pour le moment une ouverture en hausse à Wall Street après les reculs de ces derniers jours et notamment le recul du Nasdaq de 4,1% en clôture hier soir. Mais c'est aussi peut-être l'approche de la réunion de politique monétaire de la BCE qui se tiendra demain qui joue sur l'optimisme des investisseurs. Les investisseurs s'attendant à une politique accommodante de la part de l'institution suite à la prise de parole de l'économiste en chef de la BCE lorsque l'euro-dollar s'était apprécié aux alentours des 1,20$ pour 1 euro. À noter que les investisseurs restent pour le moment insensibles aux nouveaux éléments en matière de Brexit. Le gouvernement de Boris Johnson présente aujourd'hui un projet de loi portant sur l'organisation du Royaume-Uni après sa sortie de l'Union européenne. Si les contours ne sont pas encore tous connus, notamment sur la situation de l'Irlande du Nord, il semblerait que le Royaume-Uni veuille garder l'Irlande du Nord dans son propre espace douanier, allant même jusqu'à faire dire au ministre en charge du sujet que le projet de loi présenté aujourd'hui pourrait être de manière limitée contraire aux engagements internationaux pris par Londres. Une déclaration qui n'a pas tardé de faire réagir l'Union européenne qui conditionne la conclusion d'un nouvel accord sur le Brexit au respect des engagements déjà pris. Et on notera également ailleurs dans le monde, en Chine justement, que les prix à la production pour le mois d'août ont ralenti leur contraction, tandis que les prix à la consommation ont eux gagné 2,4% sur un an. Du côté des valeurs à présent, l'annonce de la suspension de l'essai clinique de phase 3 du vaccin contre la Covid-19 développé par AstraZeneca semble avoir un impact limité également sur les marchés. Il faut dire qu'AstraZeneca a précisé qu'il s'agissait d'une suspension de routine suite à l'apparition d'effets secondaires sur une patiente afin d'examiner son cas plus en détail. L'annonce profite en revanche à Sanofi sur le marché français qui travaille également sur un vaccin contre la Covid-19. Sanofi dans le vert depuis le début de la journée. Le pétrole vient également en renfort sur le marché parisien ce matin. Après avoir vu le baril de Brent passer sous la barre des $40, l'indice se reprend légèrement dans la matinée. Dans son sillage, Total fait partie des plus fortes hausses du CAC 40 à la mi-journée.
Airbus, de son côté, fait partie des plus fortes baisses sur le CAC 40 ce matin après avoir reçu 370 commandes brutes d'avions depuis le mois de janvier. Sur la même période, l'avionneur européen en a livré 284, soit une baisse de 43% par rapport à l'année dernière. Et parmi les autres valeurs à la Bourse de Paris qui bougent à la mi-journée, le réassureur Score revoit ses prévisions pour la réassurance, dommages et responsabilités à la hausse pour 2021. Le réassureur constate que les sinistres en réassurance vie se développent à un niveau plus favorable que prévu. A l'inverse, Beneteau présente de son côté un plan de réduction mondiale de ses effectifs et moyens pour faire face à la fermeture de ses sites de production et magasins durant la pandémie. Et on finit avec l'euro-dollar qui continue sa baisse à la mi-journée pour se rapprocher des 1,1760 $ pour 1 euro. Nicolas Pagnès avec nous tous les jours dans Smart Bourse et en fil rouge sur Bismart pour vous livrer les infos clés de la séance en cours en Europe. À venir aux États-Unis, stabilisation pour le CAC autour de 5000 points et on attend un rebond des marchés américains. Les indices futurs et notamment le Nasdaq futur sont orientés à la hausse avant l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Trois questions à John Plassard avec nous par téléphone, spécialiste en investissement de Mirabeau et compagnie. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. Première question, le Nasdaq entre en territoire de correction, baisse de 10% par rapport au point haut qui était marqué il y a quelques jours à peine. En 3 séances, le Nasdaq a effacé la hausse du mois d'août. Est-ce que c'est juste un essoufflement à la hauteur du rallye incroyable qu'on a sur ces valeurs technologiques américaines, ou est-ce que c'est un retournement plus marqué qui est encore possible devant nous? Écoutez, effectivement, c'est assez impressionnant ce qui s'est passé hier, puisque la baisse est aussi impressionnante que la hausse, mais je le prendrais plutôt sur votre première question, c'est-à-dire surtout sur le compte d'une prise de bénéfices. Là, on voit que la majeure partie des valeurs technologiques, que ce soit Apple, Amazon, sans parler de Tesla, avait fortement progressé ces derniers temps. Il faut rappeler que le niveau historique du Nasdaq était exactement il y a une semaine, donc il faut faire très attention ici. Et il faut faire très attention aussi aux explications qu'on nous donne, notamment sur la fameuse affaire SoftBank, le conglomérat japonais qui aurait pris des positions sur des options très fortes avant vendredi et qui serait sorti vendredi. Donc on nous a expliqué que la baisse de vendredi était due au fait que SoftBank vendait des positions. Et en fait, lundi, on nous a dit que en fait, le matin, SoftBank n'avait plus de position sur la technologie et on a vu que le marché a quand même baissé. Donc on voit ici qu'il faut faire très attention à ce qu'on nous explique. Moi, je mettrais plus sur le compte d'une prise de profit qui est assez évidente, évidemment. Ouais. Et puis aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a un espèce d'effet d'emballement sur les investisseurs retail. Vous savez, la mode, notamment aux États-Unis, les fameux ceux qui utilisent l'application Robinhood, qui est l'application gratuite pour traiter les valeurs. Eh bien, ça s'est peut-être un peu emballé et on a vu que, notamment sur le split de Tesla et le split de Apple, eh bien, il y avait une incompréhension totale et des volumes un peu trop importants. Bon, justement, sur Tesla, John, alors qui est une valeur un peu à part, je ne la mets pas dans le groupe des GAFAM parce que c'est une valeur alors qui est portée par d'autres ressorts peut-être que les simples fondamentaux de l'entreprise. Vous l'avez évoqué avec le retail, les particuliers qui traitent énormément cette valeur Tesla, qui est retombée de 30% pour le coup Tesla quand le Nasdaq a perdu 10%. Est-ce que c'est la fin de la hype Tesla, John? Déjà, c'est impressionnant parce que ce qu'elle a perdu hier, c'est quand même 85 milliards de dollars, ça correspond quand même à la capitalisation boursière de Morgan Stanley ou encore d'Altria. Donc absolument, ces chiffres sont absolument délirants. Mais ce qui est assez intéressant de noter, vous l'avez dit, c'est qu'on ne peut pas vraiment cataloguer cette valeur dans la valeur des véhicules. C'est plutôt une valeur, entre guillemets, considérée comme technologique. Et puis ce qui est très intéressant de regarder, c'est qu'à chaque fois que vous avez Tesla qui baisse un peu plus fortement que prévu, vous avez de nouveau les analystes qui arrivent, certains analystes qui s'interrogent sur la profitabilité de l'entreprise, sur la demande, sur la liquidité de l'entreprise. Alors moi j'aimerais juste rappeler 2 chiffres qui sont assez simples. C'est que depuis le début de l'année, Tesla gagne 300%.
Et puis depuis début 2009, elle gagne près de 440%. Donc je dirais qu'au-delà des fondamentaux, on a déjà une progression qui est absolument stratosphérique, voire exponentielle, même avec la baisse qu'on a eue hier. Alors il faut faire très attention ici. Il faut juste rappeler que normalement, le 22 septembre, c'est la journée de la batterie pour Tesla, où on va avoir des annonces assez importantes sur leur batterie électrique, notamment sur l'autonomie. Donc, ce qui est très important, c'est vraiment le cœur c'est le cœur des véhicules électriques. Et c'est là où on va certainement revenir sur les fondamentaux plus que sur la spéculation. Et puis, je le répète, comme je le disais avant, c'est que les investisseurs individuels, les retail, ont beaucoup joué sur cette valeur, ont essayé de capturer la hausse de cette valeur et évidemment ont pris la porte de saloon, malheureusement, dans la tête. Oui, il y a la spéculation et puis il y a l'industrie. Et du point de vue industriel, on notera quand même que General Motors a fait le choix d'investir dans l'un des concurrents de Tesla, le groupe Nikola, avec une prise de participation de 2 milliards de dollars qui a été annoncée hier, qui a peut-être participé aussi au dégonflement de la bulle Tesla. Dernière question, John, sans refaire toute l'histoire de la campagne électorale américaine, on est à 2 mois de l'élection désormais. Qu'est-ce qui vous interpelle là dans les sujets ou les débats ou les combats, la bataille actuelle entre Donald Trump et Joe Biden? Je dirais que la campagne a pris une autre dimension, celle qu'on ne voulait pas voir, c'est-à-dire la dimension un peu plus violente, que ce soit dans les mots, que ce soit dans certaines menaces, lorsqu'on voit notamment Donald Trump traiter Joe Biden de stupide, on voit qu'il prépare le terrain pour les fameux débats qu'on aura en octobre. On a vu aussi que l'avance de Joe Biden est en train de s'effriter, baisse comme peau de chagrin, et que potentiellement on pourrait voir les deux hommes côte à côte juste avant l'élection du 3 novembre. En plus, ce qui est très intéressant de noter, c'est que vous avez une étude qui vient d'être sortie très sérieuse de l'université de Princeton aux États-Unis, qui a repris les données et surtout les manifestations violentes qu'il y avait eu aux États-Unis entre 1960 et 1972. Et ces données mettent au profit les républicains beaucoup plus que les démocrates lorsqu'il y a des manifestations violentes et non violentes contre le racisme. Ça paraît complètement fou, mais on estime que, en fait, après, si ça dure, plus de 2 mois, on voit que les personnes qui votent ont peur pour leur propre sécurité et votent historiquement plus pour les républicains, ce qui paraît assez bizarre. Mais c'est Law and order, comme le tweet régulièrement Donald Trump sur son compte Twitter. La loi et l'ordre. Voilà, c'est généralement un tweet qui revient assez souvent. Et il le sait, et c'est pour ça notamment qu'il a été à Portland la semaine passée, parce qu'il sait qu'il faut que ces manifestations se poursuivent, parce que ça lui permet d'égrener des voix. Merci beaucoup, John. À très vite sur Bismart dans Smart Bourse. John Plassard avec nous par téléphone, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Et il est l'heure de parler des marchés émergents avec un spécialiste de l'investissement en actions dans les marchés émergents, le PDG de Gemmo Assets, Bruno Vanier, qui est avec moi dans ce studio. Bonjour et bienvenue, Bruno. Bonjour. Oui, on en a assez peu parlé des émergents. Alors, on en parle beaucoup sur le plan sanitaire parce que pour certains d'entre eux, alors la Chine qui a été le foyer de départ de la pandémie, mais d'autres pays aujourd'hui, notamment en Amérique latine, qui sont encore durement frappés par l'évolution de la pandémie. Mais sur le plan des performances boursières, alors on regarde les indices émergents, je regardais la performance de vos fonds, 3 fonds chez Gemmo Assets qui sont tous positifs. Le fonds Chine, Gem China, est même à plus de 20% de hausse depuis le 1er janvier, c'est ça ? 22%. Ce qui montre bien, alors j'imagine, je vous laisse nous faire un peu le panorama de ces marchés émergents, mais ce qui montre bien le poids de la Chine aujourd'hui dans les performances, et derrière le poids de la Chine, sans doute le poids de la tech chinoise également, Bruno. Oui, alors c'est sûr, les indices sont drivés, sont poussés par leurs composants, leurs propres composants. Et c'est vrai que dans l'indice chinois, on a quand même une composante techno, Internet assez importante, beaucoup plus que dans d'autres pays plus traditionnels, entre guillemets.
Et les Alibaba qui ont très bien performé, JD.com, Tencent qui performent très bien également, depuis le début d'année, poussent les indices chinois à la hausse. Cela dit, il n'y a pas que ça, quand même, parce qu'il faut quand même rappeler le contexte. La Chine est certes peut-être le premier pays à entrer dans la phase Covid le 22 janvier, pour être exact. Et depuis, ils s'en sont quand même bien sortis. Quand même, le nombre de nouveaux cas en Chine est ridiculement bas aujourd'hui, et ce depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. On a l'impression vraiment que le virus est éradiqué en Chine. C'est le cas également à Taïwan. En Corée, il y a eu une petite reprise, mais c'est redescendu. Donc, on a vraiment un cas sur l'Asie du Nord qui se comporte quand même assez bien face à ce Covid. Et clairement, l'économie chinoise qui reprend. Les derniers chiffres étaient assez bons sur le deuxième trimestre dans l'investissement, dans l'infrastructure. Et depuis quelques semaines, également la consommation qui repart bien. Donc c'est un ensemble, c'est pas juste la tech chinoise, mais il faut mettre aussi dans les facteurs qui ont soutenu ces marchés émergents à travers les marchés chinois, la gestion de la crise sanitaire et la gestion économique de la crise pandémique. Voilà, on peut dire que la gestion chinoise, alors difficile de rentrer dans le détail bien évidemment parce qu'on n'a sans doute pas tous les éléments, mais au vu des chiffres en tout cas paraît quand même très, très efficace. On a eu un petit plan de relance aussi en Chine qui a favorisé l'infrastructure, donc ça aide également. Et effectivement, on estime que l'économie chinoise, même si cette année, ça va être une année difficile, comme partout dans le monde, sera au-delà de 2019 en 2021, ce qui n'est sans doute pas le cas de beaucoup d'économies au niveau mondial. Comment vous regardez alors la valorisation et les perspectives des sociétés de technologie chinoises, tech, Internet, e-commerce? Vous avez cité les trois exemples phares, Alibaba, JD.com et puis Tencent. Au regard notamment des comparables américains, alors qu'ils se sont pris un petit pain là, ces derniers jours. Mais voilà, est-ce que vous êtes plus confortable avec les valorisations et les perspectives de ces groupes chinois versus leurs comparables américains? Alors, c'est vrai que les valorisations, quand on fait vraiment comparable à comparable, sont plus attractives en Chine. Alors après, il faut toujours se méfier un peu de la valorisation relative d'un pays à l'autre. Il y a quand même des éléments qui justifient des différences, et notamment des éléments de gouvernance quand même qui sont importants. Cela dit, tout pris en compte, on a quand même des niveaux de valorisation qui restent relativement bas, notamment pour Alibaba, clairement. Qui en plus, Alibaba va coter Ant Financial dans les semaines à venir. On parle quand même une IPO à entre 200 et 300 milliards de dollars de capitale boursière. Service financier, le bras financier de Alibaba, c'est 4 fois BNP Paribas. Voilà, c'est ça. Pour donner... oui, mais... C'est Alipay, alors le concurrent c'est TNP. Mais on discutait avec Yum China la semaine dernière. Yum China, c'est le propriétaire de Kentucky Fried Chicken, de Pizza Hut. Et alors, bien sûr, ils ont été touchés par la pandémie. Mais ils nous disent, aujourd'hui, on a 85% de toutes nos transactions. Elles sont payées, pas en cash, pas en chèque, bien évidemment, ça n'existe plus là-bas, ni en carte de crédit, mais en application Alipay, TNP. Clairement, ces services financiers sont extrêmement utilisés par la population chinoise. Et c'est vrai que je dirais ce savoir Internet est clairement très, très développé en Chine, bien plus qu'ici pour beaucoup d'activités. Et il a fallu réviser à la hausse les perspectives de ces groupes. On a tous compris qu'effectivement, la phase pandémique, le pic pandémique avait été un accélérateur incroyable pour toutes ces boîtes de tech, Internet, e-commerce, dans le monde, pas juste la Chine. Ce qui est intéressant, c'est que l'Asie a déjà vécu des épisodes pandémiques avec le SARS, notamment, je crois, il y a quelques années. Qu'est-ce que vous retenez justement du phénomène d'accélération et peut-être derrière aussi du phénomène un peu d'essoufflement ou de retombée sur les perspectives de ces groupes-là? C'est vrai que c'est le risque. Évidemment, la pandémie a favorisé nettement l'activité de ces groupes Internet, dont les croissances sur la première moitié de l'année sont quand même très, très élevées en termes de chiffre d'affaires notamment. On pourrait s'attendre quand même à une sorte de respiration post-Covid, puisque la situation quand même se normalise quand même clairement en Chine notamment. Mais voilà, si on regarde ce qui s'est passé durant le SARS, qui était un véritable accélérateur du e-commerce, du taux de pénétration du e-commerce, on n'a pas eu de retombée après. En fait, on a pris une tendance et on est resté dessus. Alors, bien sûr, les choses sont un peu différentes aujourd'hui. Le taux de pénétration aujourd'hui en Chine, c'est presque 33% des ventes de détail. Quand Yum China, Kentucky Fried Chicken ou Pizza Hut en Chine vous disent qu'ils font déjà 85% de leurs transactions sur Alipay,
l'épée, il ne reste plus beaucoup, quoi. Voilà. Donc, sans doute, la croissance va ralentir à mesure que le taux de pénétration augmente. Mais n'oublions pas quand même que la Chine, c'est plusieurs pays, en fait. C'est ça aussi la beauté de ce pays pour nous, quoi, hein. C'est que l'Est chinois est très développé, et bien évidemment, l'Ouest chinois, ou les campagnes chinoises, ce qu'on appelle les villes tiers 3, tiers 4, tiers 5, le sont beaucoup moins, quoi. Et là, on a quand même un réservoir de croissance non négligeable. Alors, pas simplement pour Alibaba, hein, il y a d'autres sociétés comme Pinduoduo, hein, qui s'est beaucoup développé là-dessus. Ce qu'on a aussi, on regarde un taux qu'on appelle le take-up rate, en fait, hein, qui est le taux de réalisation de la valeur marchande brute. Hein. Là aussi, on a des taux quand même très bas. Donc, on pourrait augmenter ces taux. Comparé aux États-Unis, on a des taux qui sont entre 2 et 3 fois moins élevés, quoi, hein. Donc là, clairement, on pourrait quand même augmenter ces chiffres. Et pour nous, la croissance va rester bonne, au moins pour les 3 prochaines années. Alors, peut-être un peu moins forte que cette année, mais franchement, ce n'est pas trop un problème. Ce qui est intéressant, quand on regarde le sujet tech à travers le niveau de pénétration, le taux de pénétration, on se dit qu'il y a des réservoirs de croissance qui sont peut-être encore plus importants ailleurs, dans d'autres pays émergents, Bruno. Et là aussi, les marchés boursiers ne s'y trompent pas, hein, parce qu'on a quelques titres qui sont des stars, vraiment. Aujourd'hui, une société comme CSEA.ltd, qui est le propriétaire d'un site internet qui s'appelle Shopee, hein, qui est présent en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie, en Thaïlande, donc dans le sud-est asiatique, à des chiffres extrêmement forts. Hein. L'Indonésie, qui est un pays un peu plus petit que le pays indien, que l'Inde, devra avoir une GMV totale cette année presque supérieure à ce qu'on fait en Inde. Hein. GMV, c'est valeur marchande brute. D'accord, valeur marchande brute, c'est l'indicateur clé de performance de ces sites de e-commerce. Exactement. Donc là, clairement, une société qu'on trouve extrêmement intéressante, qui est cotée à New York. Alors, là, il n'y a pas le sujet sino-américain là-dessus, on y reviendra si vous voulez. On a Mercado Libre aussi, qui est, alors là, c'est une société argentine, mais qui est présente sur essentiellement au Brésil, donc c'est vraiment un jeu latino-américain, essentiellement brésilien, qui a aussi fait une performance fantastique cette année. Hein. Oui, à propos des places de cotation, parce que vous parliez de Ant Financial, donc là, ça va être la prochaine hot stock qui va s'introduire sur les marchés chinois, Hong Kong et Shanghai. Je me souviens d'un temps, et c'était le cas d'Alibaba notamment, les premières cotations de ces grands mastodontes chinois se faisaient généralement à Wall Street. Absolument. C'est fini, là, on imagine que dans le contexte actuel, c'est plus possible, ça. Non, et c'est pas... J'ai envie de dire, au-delà des sujets de guerre commerciale entre les deux pays, ou de tension, on va dire plutôt, il y avait un sens clairement à coter Alibaba aux États-Unis quand Alibaba a été coté, parce que le comparable principal, c'était surtout Amazon. Bien sûr. Il y avait peu de comparables en Asie, clairement. Alors, l'exception à cette règle, c'est Tencent, qui s'est coté uniquement à Hong Kong dès le départ. Mais Alibaba, ça avait un sens de se coter à New York. De même que beaucoup de valeurs technologiques se sont cotées et se cotent encore à New York pour ces raisons-là. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on a, je dirais... des investisseurs à Hong Kong, en Asie, à Shanghai, qui sont, alors peut-être pas aussi sophistiqués que ce qu'on a aux États-Unis, mais clairement qui ont déjà des exemples, parce qu'il y a beaucoup de sociétés maintenant qui sont cotées dans ces secteurs, sur ces bourses-là, qui nous donnent des comparables tout à fait valables, et des investisseurs qui comprennent ces business models. Donc il y a moins de nécessité à aller se coter. De l'autre côté, il n'y a pas que l'affichage politique, il y a quand même aussi un rationnel financier derrière. Au-delà des tensions sino-américaines, cette tendance serait quand même là. Alors, ça serait peut-être moins rapide, mais en tout cas, elle serait là. Est-ce que Donald Trump a tué Huawei ? On est bien parti pour. Hein. De Huawei, c'est quand même une histoire extraordinaire. On connaît la valeur technologique. On sait que sur la première moitié de ces années, c'est quand même le plus grand vendeur de téléphones portables au monde. Hein. Enfin, c'est plus gros que Samsung. Hein. Sur le S1 2020. Sur le premier semestre 2020. Et ils vont encore vendre beaucoup de smartphones sur la deuxième moitié, sans doute sur la première moitié de l'année prochaine, ou en tout cas premier trimestre. Et ensuite, on va vraiment baisser à mesure que les stocks de composants vont s'amenuiser. Et sensiblement, on va Huawei qui vendra 0 téléphone portable deuxième moitié de 2021, ce qui est quand même extraordinaire. C'est délirant. C'est délirant. Alors, c'est vrai que la pression que le département du commerce américain, ou Trump, comme vous voulez, met sur les sociétés américaines qui vendent des composants, qui vendent une technologie, est telle que
c'est plus possible pour eux. Et c'est pas simplement sur des sociétés américaines, c'est ça qui est aussi très fort du point de vue américain. C'est aussi sur des sociétés taïwanaises, coréennes, bien sûr, qui décident de ne plus vendre à Huawei. Choisissez avec nous ou contre nous. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ça ne veut pas dire que Samsung, notamment, va récupérer le marché. Alors, il y a des chances que Samsung récupère une partie de ses parts de marché qu'il avait perdues contre Huawei. Mais on a aussi d'autres fabricants chinois, les Oppo, Vivo, Xiaomi qui paie une performance fantastique, côté à Hong Kong, pourrait récupérer une grosse partie du marché. D'autant que toutes ces marques vont lancer des téléphones 5G dès maintenant. Et donc une sacrée redistribution des cartes quand même. Alors c'est des noms qui nous parlent pas toujours, mais quand même, ce sont parmi les plus gros fournisseurs et vendeurs de téléphones mobiles dans le monde. En Chine et dans le monde. Clairement. SoftBank, il faut qu'on en dise un mot. Alors on a beaucoup parlé sur le Nasdaq et à Wall Street, mais la position de SoftBank, l'exposition de SoftBank à la tech, on peut imaginer qu'elle va au-delà du seul marché américain. Alors, on n'a pas le détail des positions. Est-ce qu'elles sont fermées? Est-ce qu'elles sont encore ouvertes? Voilà, il y a beaucoup de dérivés dans les positions de SoftBank pour s'exposer à cette thématique tech. On a parlé de la baleine, c'était le scoop du FT la semaine dernière, la baleine du Nasdaq. Est-ce que c'est le canari dans la mine? Est-ce que quand on voit un groupe, un conglomérat de cette taille, se lancer dans ce genre d'opération avec un appétit spéculatif monumental, est-ce qu'on ne se dit pas, là on atteint quand même un niveau d'indice de greed qui devient un peu excessif? Qui devient excessif, c'est clair. Je crois que le niveau du notionnel de ces options, c'est à peu près 30 milliards de dollars. Donc c'est quand même assez important. Oui. Ça touche, semble-t-il, on n'est pas privé sur l'histoire, mais ça touche, semble-t-il, bien sûr, les grandes valeurs du Nasdaq. Et sans doute Tencent, Alibaba, qui sont aussi des valeurs qui ont fortement bénéficié de la hausse de l'ensemble du secteur. De fait, depuis une semaine, ces titres-là corrigent un petit peu. Alors, pour certains, autant que le Nasdaq, pour d'autres, un peu moins. Mais quand même, il y a une correction qui est, j'ai envie de dire, sur l'ensemble de ces titres qui ont très, très bien performé. Et comme disait tout à l'heure John, on peut se dire que quand même, après des fortes hausses, c'est pas inattendu d'avoir quand même des prises de profit. Après, est-ce qu'il y a un changement de tendance? Pour moi, on ne le voit pas encore, clairement. Donc, au-delà de la prise de profit, je crois qu'il ne faut pas trop non plus vouloir changer les portefeuilles aujourd'hui à cause de ça. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est un élément de risque. C'est un événement de marché. On regarde la taille, effectivement, de l'exposition qu'a eu SoftBank sur ces... Absolument. Alors, SoftBank, au passage, a levé quand même quelques milliards de dettes également encore. Non, c'est vrai que c'est une entreprise assez particulière qui, fort heureusement, ne fait pas partie de notre univers. Donc, nous n'avons pas d'avis sur SoftBank. Oui, ça a tangué un peu pour le cours de SoftBank, évidemment, après les révélations de fin de semaine dernière. Le titre, qui cote à Tokyo, bien sûr, a été un peu secoué ces derniers jours. Absolument. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Merci Bruno Vanier, le PDG de Gemway Assets, invité de la mi-journée. On se quitte et on se retrouve ce soir, évidemment, en direct, 18h30. On a une séance de stabilisation en Europe et on attend un rebond pour les indices américains à l'ouverture tout à l'heure. Le Nasdaq notamment devrait rebondir à l'ouverture. On suivra la séance jusqu'au bout bien sûr pour confirmer ce rebond après avoir perdu 10% et plus en seulement 3 séances.